Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le 9 juin prochain, près d'1 million de jeunes iront voter pour la première fois et parmi eux, 268 000 jeunes âgés de 16 et 17 ans auront même l'occasion de voter pour les élections européennes. Comment les sensibiliser à l'importance de ce vote? Et faut-il d'ailleurs les sensibiliser ou en sont-ils déjà conscients? Car on parle souvent d'une jeunesse désinformée, désengagée, non intéressée. Et pourtant, cette jeunesse, elle semble s'engager, s'informer et s'intéresser, mais différemment de ses aînés. On va parler de tout ça avec mes invités. Alors déjà, bonjour à tous les quatre et merci d'avoir accepté notre invitation. On accueille Milena Da Paoli, vous êtes chargée de projet au Territoire de la Mémoire. Les Territoires de la Mémoire qui organisent notamment en ce moment une exposition porte-voix. On va avoir l'occasion d'en parler, donc exposition porte-voix à Liège. Nathéo Carnot, vous avez 16 ans, vous avez suivi le parcours citoyen d'Afor Jeunes et du Forum des Jeunes. Vous allez nous parler de tout ça. Également Robin Lebrun, vous êtes collaborateur scientifique au Cévipol à l'ULB. Et enfin Damien Skeul, vous êtes conseiller politique à Afor Jeunes. Bonjour. Alors j'ai peut-être une dernière précision avant de commencer, c'est qu'on va beaucoup parler des jeunes aujourd'hui. Alors les jeunes comme si c'était une catégorie homogène. Ce n'est pas le cas, hein, on le sait, les jeunes en fait sont tous différents selon leur parcours, leurs origines, ils ont des intérêts différents, mais je pense qu'il y a quand même certaines caractéristiques communes ici quand on parle des primo-votants et qu'on va pouvoir faire ressortir. Robin Lebrun, quand on dit les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai et faux, en fait. On se rend compte que si, effectivement, on pose la question quel est votre intérêt en sciences politiques, c'est une échelle de 0 à 10. C'est vrai, on remarque que le niveau d'intérêt est moins élevé chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Mais après, si on regarde d'autres variables, on se rend compte qu'ils sont pas on n'est pas sur quelque chose de très négatif par rapport à la politique, même sur la variable d'intérêt, en fait. On est sur des valeurs plutôt moyennes. Mais en fait, si on change un petit peu la question et qu'on essaye de voir s'ils ont des intérêts par rapport à des enjeux, on se rend compte en fait que derrière ça, oui, il y a un intérêt. En fait, il y a peut-être aussi une différence sur ce que l'on a derrière le mot politique. Et on se rend compte en fait que chez les jeunes, on a un sens différent qui est donné à la politique. La politique, ça évoque tout de suite les hommes et les femmes politiques, les partis politiques, les institutions. Et les jeunes font moins la connexion avec les enjeux, ce que les adultes font davantage. Donc oui, effectivement, ils sont moins intéressés, mais ils ne sont pas si désintéressés que ça. Les chiffres ne sont pas non plus extrêmement mauvais. Et d'autres variables sont plutôt bonnes. Ici, on regarde les chiffres de 2019, on voit que la confiance politique est plus élevée que chez les adultes. On voit aussi que c'est le cas pour l'efficacité, le sentiment de comprendre et de pouvoir agir sur le politique. Donc, on n'est pas dans un scénario catastrophiste, donc désintérêt total, mais on n'est pas non plus dans un scénario d'intérêt total non plus. On est dans un entre les deux et avec, je pense, une marge de manœuvre intéressante là pour faire des choses. Oui, on va dire qu'ils sont intéressés par la politique avec un grand P, j'ai envie de dire, par vraiment les enjeux politiques. Pour vous, le vote à 16 ans pour les élections européennes, est-ce que, donc vote qui finalement est obligatoire, après plusieurs rebondissements, la Cour constitutionnelle a dit, voilà, ce vote sera obligatoire. Ce vote, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors je pense que c'est une bonne idée. Alors même si on manque encore de recul par rapport à des expériences qui existent dans d'autres pays, ça existe depuis quelques années maintenant en Autriche, on a eu ça aussi au référendum en Écosse, donc on a quelques expériences. Le retour d'expérience est tout relativement à court terme. Donc on voit qu'on peut augmenter l'intérêt pour la politique en abaissant le vote et augmenter la participation. Et ça a un avantage, c'est qu'à 16 ans, à 17 ans, les jeunes ont plus de chances de se retrouver à l'école que quand ils en ont 18, 20 ou 23 et qui peuvent encore voter pour la première fois à cet âge-là aussi. Donc on a une opportunité en fait en abaissant le vote, d'une part d'avoir un effet qui commence à être scientifiquement de plus en plus mesuré, d'augmenter l'intérêt pour la politique, et en même temps, on a cet avantage, les jeunes sont à l'école, donc on peut accompagner ce premier vote, cette première expérience de vote, qui est un moment important dans la socialisation politique des individus.
Oui, alors on aura l'occasion d'en parler parce que vous avez réalisé votre thèse sur les jeunes et la politique en développant notamment tout un projet de sensibilisation à la politique dans les écoles. On va en parler, mais j'ai envie de me tourner vers le jeune, entre guillemets, de notre plateau. Hein. Nathéo, vous avez 16 ans. Est-ce que pour vous, effectivement, déjà, le fait de pouvoir voter aux élections européennes là, dans quelques mois, c'est quelque chose qui vous paraît être une bonne idée? Vous êtes content, vous êtes heureux de pouvoir voter dans 2 mois? Moi, je suis heureux quand même parce que ça a montré que les politiques veulent entendre aussi notre voix et qu'on va pouvoir donner nos opinions et tout. Après, je pense pas que on n'est pas la plus grosse masse parce qu'il y a aussi tous les adultes en général. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais il faut prendre cette occasion. Et je pense que pas assez de jeunes vont prendre cette occasion. Ouais. Alors, vous avez suivi le parcours citoyen organisé par Infor Jeunes et le Forum des jeunes. Alors, Damien Scholl, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce parcours citoyen? C'est quoi et quel est l'objectif finalement? Bien, avec plaisir. Le parcours citoyen, c'était donc une initiative conjointe d'Infor Jeunes et du Forum des jeunes, avec un constat, c'est que les jeunes sont demandeurs de ce genre d'initiative et avec l'objectif d'essayer de permettre aux jeunes de se réapproprier le terrain institutionnel, de se réapproprier la politique, comme vous en parliez, avec un grand P, et en se disant il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes dans cette recherche. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va essayer de leur permettre de se réinstaller dans les institutions. Ils ont eu l'occasion d'aller, pour certains, visiter le Parlement européen à Strasbourg, le Parlement européen de Bruxelles, la Chambre des représentants. Il y a aussi eu certains moments qui étaient dédiés à des ateliers, des workshops avec des experts et des expertes sur des questions qui étaient politique. Donc, voilà les thèmes qui vous intéressent, vous les jeunes. Que proposent les politiques? Donc, un petit peu de décryptage. Il y a aussi des moments qui leur permettaient d'avoir des ateliers de rhétorique. Donc, de décryptage de, tiens, quelle est la rhétorique que les politiciens utilisent et quelle est la rhétorique que vous pouvez utiliser aussi pour des prises de parole en public. Donc, c'était une manière de légitimer leur place dans la société, de leur dire vous êtes jeunes, mais vous êtes importants, votre voix compte. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques minutes, le vote à 16 ans a maintenant été entériné, donc ça montre à quel point les jeunes sont des citoyens à part entière. Et donc le parcours citoyen, c'est de remettre les jeunes au cœur de la citoyenneté. Et bien alors du coup, vous, Nathéo, pourquoi est-ce que vous avez décidé de suivre ce parcours citoyen? Tout premièrement, j'avais envie de m'informer parce que moi, je me disais informé par rapport à la question politique. Et je me suis rendu compte avec tous les workshops qu'on a fait qu'en fait, beaucoup de choses, je ne savais pas. Donc j'ai appris beaucoup de choses, c'était chouette. Aussi, c'était pour rencontrer des autres jeunes qui ont des problématiques différentes parce que voilà, moi, j'ai mes priorités, j'ai mes problématiques. Mais beaucoup d'autres jeunes ont des autres problématiques et des autres priorités. Donc j'avais envie d'apprendre un peu par rapport à elles. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, qui vous ont marqué dans tout ce parcours? Est-ce qu'il y a un atelier, quelque chose de particulier qui vous a marqué? C'était peut-être aussi les rencontres avec les politiques, parce qu'on a pu faire des tables rondes ou alors des sortes de débats. Et c'est intéressant de pouvoir discuter avec des politiques vraiment presque un à un. On est dans des tout petits groupes. Et on se rend compte que les politiques ne sont pas juste comme les ministres ou comme les présidents, on pourrait s'imaginer, des gens qui ont tout un bureau et tout, alors que c'est des gens qui aussi ont l'idée, ont envie de transmettre leur message. Donc ça démystifie un peu l'image des politiques. Oui, alors Robin Lebrun, en préparant l'émission, vous m'avez dit, alors, ce qui est important aujourd'hui quand on informe les jeunes, c'est aussi de s'adresser à eux en tant que des vrais citoyens et pas des bébés citoyens. Je trouve que cette expression est assez marquante. C'est-à-dire que par exemple, ce genre de formation, ce genre de rencontres éventuellement avec des politiques, c'est important pour montrer aux jeunes que sa voix compte réellement. Oui, alors ce genre de dispositif peut fonctionner, mais alors sous condition, ça doit être assez bien fait, et d'avoir un vrai dialogue en fait. Donc des espaces relativement petits, pas des grands auditoires, mais des petites classes où on peut vraiment entrer en discussion. Et à ce moment-là, on peut effectivement susciter des choses, que ce soit augmenter la confiance ou l'intérêt chez le jeune, quoi.
Milena de Paoli, donc, au niveau des territoires de la mémoire, en fait, ce projet porte-voix, ça a consisté notamment à aller récolter la parole de jeunes et de moins jeunes, mais il y a une bonne, on va dire plus ou moins la moitié de jeunes parmi les 1300 témoignages récoltés. Et là, on est un peu dans la même démarche d'essayer d'écouter, de se mettre à hauteur du jeune, de se mettre à égalité avec lui ou avec elle, et de récolter sa parole en toute confiance et en toute bienveillance, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on est allé... l'idée, au départ, c'était donc de récolter la parole des citoyens et des citoyennes avec 2 questions. Qui êtes-vous et qu'exigez-vous pour le futur au niveau politique? Et donc, en effet, on a eu 1362 paroles pour être exact. Alors, pour donner un tout petit peu des chiffres, on a eu en tout, on peut estimer à 70% des paroles d'adultes, mais donc là, ici, c'est les plus de 18 ans. Les adolescents constituent environ 20% et alors les enfants, c'est 10%. Donc on est quand même content d'avoir réussi à toucher quand même un large public. Et donc on est allé sur différents événements, festivals pour récolter ces paroles. Donc on est allé par exemple aux Ardentes, aux Solidarités, à Retrouvailles. Mais alors, on a aussi créé des animations avec des groupes constitués d'adultes, mais aussi des jeunes. Et ces jeunes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on dit souvent que cette jeunesse n'est pas intéressée, un peu désengagée. Est-ce que dans les témoignages qui ressortent, vous avez le sentiment qu'en fait, ils ont des choses à dire? Ah, complètement. Moi, je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire que les jeunes sont désintéressés, désengagés, pas du tout. Alors évidemment, on le disait, c'est pas du tout une population qui est c'est pas un groupe qui est homogène. Ils ont des aspirations différentes, ils sont pas tous informés de la même manière, au même degré. C'est complètement différent. Mais oui, moi je me rends compte qu'ils étaient tous intéressés de donner leur avis, intéressés et contents qu'on les écoute et qu'on échange avec eux, et puis surtout content qu'on essaye de faire quelque chose de cette parole, parce que cette parole, en définitive, avec toutes ces paroles, on a créé une revue, la revue Aide-Mémoire, une exposition et alors il y avait des conférences entre autres, des animations pour découvrir l'exposition Porte-Voix. Mais alors il y a également cette lettre ouverte qui regroupe les grandes thématiques, les grandes aspirations des paroles qu'on a récupérées et on aimerait transmettre cette lettre ouverte au monde politique. Donc je pense qu'ils étaient contents aussi qu'ils ne donnent pas juste leur parole, qu'il y ait quelque chose qui soit réalisé avec cette parole. Soit considéré. Robin Lebrun, dans les pays qui ont abaissé le droit de vote aux mineurs, aux 16-17 ans, est-ce qu'on voit une réelle implication de ces jeunes à aller voter? Et est-ce qu'on voit aussi, en termes de résultats, une différence? Ou est-ce que c'est compliqué peut-être à obtenir? Alors pour le résultat, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans certains pays, on a une participation plus importante chez les 16-17 ans que sur le public juste au-dessus, les 18, 19, 20 ans. Donc, ça fait aussi penser que l'abaissement du vote est une opportunité en fait, pour renforcer la participation. En fait, le fait qu'on abaisse ce vote, je vous ai dit, il y a le fait qu'on est à l'école et qu'on peut augmenter l'intérêt politique, mais on sait que l'intérêt politique, en fait, il se stabilise une fois qu'on arrive à l'âge adulte. Et donc, c'est très important parce que l'intérêt politique, c'est vraiment le premier vecteur de la participation. Et dans un pays où le vote n'est pas obligatoire, comme c'est le cas en Autriche, mais c'est un beau résultat de pouvoir augmenter la participation. Ce n'est pas rien, on est dans un contexte aujourd'hui dans les démocraties occidentales où la participation diminue. En Belgique, on est sauvé d'une certaine manière parce qu'on a le vote obligatoire qui conserve, qui permet d'avoir des hauts niveaux de participation, même si là aussi, on remarque une diminution. Donc effectivement, c'est un résultat relativement encourageant de voir qu'on peut augmenter la participation politique avec ce type de mesures. Ouais. Damien Scholl, est-ce que dans les ateliers que vous avez organisés avec un fort jeune, notamment dans ce parcours citoyen, est-ce que il y a des choses qui vous ont marqué? Est-ce que, par exemple, vous avez le sentiment que les jeunes qui ont participé au parcours croient encore dans le système politique, dans le système électoral? Ou est-ce que, par exemple, ça, c'est des choses qui ont été remises en doute parfois? Alors la réponse est oui. Donc évidemment, les jeunes qui étaient là, étaient des jeunes qui étaient très intéressés. Mais on a un biais.
on a un biais, c'est que c'était sur base volontaire. Donc c'était des jeunes qui devaient s'inscrire par eux-mêmes pour le parcours citoyen et donc qui devaient venir en disant j'ai envie d'apprendre et de pendant un petit peu moins d'1 an venir mes samedis et venir apprendre sur la politique, aller à des débats avec des politiques, écouter des questions sur la rhétorique, etc. Donc ça signifie qu'évidemment on a déjà des jeunes qui probablement sont de milieux socioculturels qui sont déjà plus favorisés ou alors qui ont simplement plus l'opportunité de se poser ces questions-là et qui sont déjà volontaires, quoi qu'il en soit. Donc oui. Mais sinon, oui, les jeunes aussi ont des comportements, on en parlait tout à l'heure avec Robin, on en parlait tout à l'heure de la question du politique avec un grand P. Eh bien, les jeunes ont des comportements politiques. Et donc des comportements politiques qui ne sont pas des comportements institutionnels, qui ne sont pas des comportements d'investissement de la sphère institutionnelle, mais qui sont des comportements, par exemple, de boycott, où on disait le boycott aussi, donc c'est-à-dire ne pas acheter certains produits parce que ce sont des produits qui sont issus de choses qui sont en dehors de leur valeur. Par exemple, les produits qui sont issus du travail des Ouïghours ou alors les produits qui sont issus de chaînes écocidaires en quelque sorte. Toutes ces idées-là, en fait, les jeunes investissent le champ politique, mais d'une manière très différente ou via le partage sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont maintenant des vecteurs de parole de jeunes. Un partage ou un like, c'est une manière de visibiliser une idée. Donc c'est une manière de renforcer une idée. On connaît la puissance des algorithmes. Donc on sait qu'un jeune qui va partager quelque chose, on sait qu'un jeune qui va liker quelque chose va faire que ses amis probablement le verront plus. Et c'est une manière aussi de prendre position. Donc les jeunes sont politiques, mais très différemment de ce qu'on a pu voir par le passé. Oui, c'est ça. Ça résonne, Milena, sur cette semaine, Salomé Saké, donc, qui est journaliste, auteur du livre « Sois jeune et tais-toi », est venue faire une conférence au territoire de la mémoire. Et effectivement, il y avait ce rappel du fait qu'il y avait tellement de manières différentes de s'engager qui n'est pas la même que les aînés, mais qui n'est pas pour autant critiquable. Oui, tout à fait. Alors, Robin l'a déjà dit, je pense qu'il faut décomposer ce qu'on veut dire dans dépolitiser, désintéresser de la politique. Et c'est pas vrai. Finalement, oui, le vote est important, à mon sens, mais il n'y a pas que ça. Si on regarde, en effet, les autres actes politiques que les jeunes peuvent faire, en effet, Damien l'a déjà dit, du coup, mais il y a le boycott, qu'est-ce qu'on va acheter ou pas, et on va le dire aussi en plus en masse sur les réseaux sociaux en disant tiens, telle chaîne de fast-food, tel produit, attention, telle marque fait ci, fait ça. Et donc il y a vraiment un engagement en masse. Et d'ailleurs, pour reprendre l'exemple des Ouïghours, c'est aussi sur la toile via Twitter que ça s'est passé en premier lieu. Il y a eu on a forcé à mettre en lumière ce sujet dans les médias traditionnels. Et c'est sur la toile que c'est arrivé en premier. Mais est-ce que vous, par exemple, Nathéo, le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui, le système de vote, c'est quelque chose auquel vous croyez ou vous estimez qu'il y a peut-être moyen de faire autrement, il y a moyen de changer les choses? Est-ce que le parcours citoyen a été aussi l'occasion de parler de ce genre de choses? Oui, on a quand même parlé beaucoup de la démocratie. Moi, je pense que c'est un système donc, qui fonctionne bien, parce qu'on le voit bien en général dans le monde. Il y a eu des autres systèmes qui ont été testés, mais on voit que ça on n'a pas trouvé mieux, en tout cas. On n'a pas trouvé mieux. On peut toujours améliorer un système, mais voilà, c'est des vieilles institutions, donc changer, dire pas, alors nous les jeunes, on voudrait avoir un représentant de jeunes dans chaque parlement, par exemple. C'est pas des choses qui vont se faire comme ça. Donc il faut pouvoir discuter. Et aussi que nous, on s'adapte aussi, parce qu'il ne faut pas toujours que ce soit les politiques qui s'adaptent à nous. On peut nous aussi s'adapter. On veut bien, si on sait qu'après, il y aura du résultat. Donc, oui. Est-ce que, Robin Lebrun, parmi les jeunes que vous avez rencontrés pour votre thèse, notamment, vous avez été beaucoup dans les écoles. Est-ce que ce système démocratique, on le disait tout à l'heure, la jeunesse, elle n'est pas homogène. Est-ce que dans certaines catégories peut-être plus défavorisées, on a plus de mal avec ce système démocratique? Donc oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On ne peut pas parler des jeunes comme un groupe uni, homogène. Ce n'est pas du tout le cas. On a une grande diversité. Et en fait, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des différences en fait, assez importantes. Hein. Si vous regardez les écoles, vous savez, particulièrement si je prends l'exemple de Bruxelles, vous avez des différences de milieu socio-économique entre les écoles.
et entre filières d'enseignement, entre l'enseignement général et l'enseignement qualifiant, que ce soit technico-professionnel. Vous pouvez passer des questionnaires, faire des tests, et vous allez voir des différences très importantes dans le rapport aux politiques. Ce n'est pas simplement des différences au niveau socio-économique, ce sont des différences qu'on observe aussi dans ce rapport aux politiques. Et c'est extrêmement important de bien saisir qu'on n'est pas sur un groupe homogène, effectivement, mais sur une grande diversité de jeunes. Et on se rend compte qu'on a un public ayant à peu près un quart des sondés d'une enquête qu'on avait réalisée en 2019, qui sont plutôt aliénés politiquement, qui sont plus éloignés encore de la politique. Et là, il y a vraiment un travail, un enjeu à aller essayer d'aller chercher ce public qui, aujourd'hui, est vraiment difficile à atteindre et qui ne défend pas non plus forcément facilement ses intérêts. Mais du coup, comment on va chercher ce public? Parce qu'on a dit, par exemple, le parcours citoyen, ça a duré 1 an. Il y a toute une série de jeunes qui ont été interpellés. Porte-voix, on allait trouver notamment des jeunes dans des festivals, dans les écoles, etc. Il y a des projets qui sont menés aussi dans les écoles. Mais là, on a un peu l'impression que parfois, certains se réveillent ou certains profs, peut-être, sont désemparés et se disent « Oula, on a 2 mois des élections, qu'est-ce que je fais ?» Il y a beaucoup de questions sur les élections. Peut-être on est aussi dans une démarche de réaction et pas d'anticipation. Je pense, ce que nous, on a pu observer, c'est effectivement, on parle de politique quand dans les écoles, quand il y a des élections. Et je pense que c'est trop tard. On sait aujourd'hui que l'éducation à la citoyenneté fonctionne. On voit qu'on peut changer le rapport aux politiques des jeunes. Donc, il y a des outils. Mais encore faut-il qu'ils soient déployés de manière régulière, je pense, au niveau de la scolarité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un enjeu d'agir avant d'arriver à l'âge adulte et arriver le plus tôt possible, en fait. Alors, il n'y a pas encore de consensus scientifique sur l'âge en particulier, mais par exemple, sur la question de l'intérêt, on dit de plus en plus l'âge de 13-14 ans. Donc, vous voyez, c'est relativement tôt, en fait, qu'il faut agir. Et on voit que les enseignants ont parfois peur de parler de politique, parce qu'il y a la question de la neutralité dans l'enseignement, ou alors parfois parce qu'ils ne se sentent pas outillés, qui ne sont pas à l'aise en fait, à parler avec ce sujet-là. Et donc alors on fait souvent appel à des associations, à des gens qui viennent donner des animations. Mais je pense qu'il y a un enjeu à élargir cela et à systématiser en fait, l'éducation en politique dans les écoles. Ouais. Mais alors, il y a aussi la question de l'information, donner de l'information de qualité. Un fort jeune, c'est une de vos missions, c'est de donner de l'information aux jeunes. J'imagine que, effectivement, vous multipliez aussi, vous, les outils pour informer les jeunes. Exact, et c'est clair qu'on est dans une année de super élection, donc on a un petit peu doublé de vitesse sur ces questions-là. Mais il y a énormément de choses qu'on a pu mettre en place cette année, comme on parlait il y a quelques secondes des enseignants. Donc on a mis en place une formation qui était une formation à destination des travailleurs jeunesse et des enseignants. On a pu avoir aussi des retours d'enseignants qui se posaient des questions sur l'institutionnel, sur les partis, sur le fonctionnement de la Belgique, parce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment naturel de chez eux, dans cette connaissance de tout ce contexte institutionnel qui est très compliqué. On a mis aussi en place une brochure, donc une brochure qui est la brochure « Je vote tout savoir sur les élections », qui est Elle a circulé dans le décor derrière nous. Super, elle est quelque part autour de nous. Quelque part. Cette brochure-là, c'est vrai qu'elle a eu énormément de succès. On l'avait déjà imprimée une première fois en 25 000 exemplaires qui sont déjà tous partis. Et donc ça signifie qu'avec ce genre de brochure, c'est un très bon outil, non seulement pour les jeunes qui d'initiative sont intéressés par des questions, parce qu'on l'a refondue totalement pour qu'elle soit plus dynamique, pour qu'elle soit plus intéressante, plus accessible, plus vulgarisée, mais aussi des enseignants qui ont envie de l'utiliser comme support. Donc on a vraiment essayé, on a des formations, on a des animations aussi dans les centres Infor-Jeunes, parce que nous on fédère les centres Infor-Jeunes, mais les centres Infor-Jeunes, c'est eux qui sont la base d'Infor-Jeunes, et eux donnent des animations dans les écoles, comme Robin le disait, ils se sont formés en amont et ils vont dans les écoles pour donner des simulations de bureaux de vote par exemple, ou pour donner des simulations de vote de partis politiques, donc ils créent des faux partis politiques, et après ils proposent aux jeunes de s'investir, et on voit que les jeunes sont demandeurs de ça. Et je voulais revenir là-dessus un tout petit instant, disant que les jeunes sont demandeurs de plus d'informations plus tôt, et qu'on l'a vu durant le parcours citoyen, les jeunes nous ont dit parfois à la fin des journées ou durant les journées c'est dommage qu'il n'y a pas ça qui soit globalisé, ou c'est dommage qu'il n'y a pas ça à l'école, parce que nous on a envie d'apprendre ce genre de choses, mais souvent on nous renvoie à nous-mêmes. On nous renvoie à dire
vous voulez de l'information, informez-vous. Sauf que pour avoir de l'information de qualité, recoupée à une ère où les fake news sont foison, de l'information vulgarisée, qui soit digeste, qui soit simple sans être simpliste, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui me permet une transition merveilleuse vers la lasagne politique. Mais alors on va dire un mot, et plutôt que de dire un mot, on va regarder un petit extrait de la lasagne politique et une vidéo que vous avez développée pour InfoJeunes. On regarde. Bienvenue pour cette première vidéo de contenu de la lasagne politique, où, comme on vous l'avait annoncé, nous allons vous parler de l'extrême droite. C'est un sujet qui est épineux, qui est compliqué, qui est polémique, donc il y a à peu près toute la recette pour en faire une vidéo tout à fait réussie. De la patrie. Pourquoi arrêter de boire jusqu'aux élections? C'est une folie. Cette lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Lasagne institutionnelle. Cette lasagne est devenue un peu indigeste. Petite chose à vous préciser avant tout, si vous voulez comprendre pourquoi on s'appelle la lasagne politique, ce qu'on fait, qui on est, il y a une petite vidéo pour que vous puissiez comprendre. Entrons donc directement dans le vif du sujet. L'extrême droite, c'est quelque chose qui est compréhensible à l'aune de 3 idées. Il faut savoir distinguer les idées d'extrême droite, les partis d'extrême droite et les discours d'extrême droite. Pourquoi est-ce que la distinction, c'est important? Parce que par exemple, il y a des partis qui véhiculent des idées qui sont des idées d'extrême droite, mais qui par les observateurs politiques ne sont pas considérés comme des partis d'extrême droite. D'où l'importance de la distinction. Du coup, ce qu'on va faire ici, parce que c'est très important, c'est essayer de comprendre les caractéristiques communes entre toutes les choses qui concernent l'extrême droite. Parce que trouver une définition parfaite de l'extrême droite, c'est pas possible, parce que l'extrême droite, c'est en rapport avec le pays dans lequel elle évolue, avec l'époque à laquelle elle évolue. Du coup, on va essayer de donner une petite tentative de définition. Donc il n'y a pas vraiment de définition satisfaisante, mais ce que je peux vous dire dans la caractéristique commune, c'est ceci. De nombreux partis d'extrême droite sont régulièrement accusés de promouvoir, voire de banaliser, le racisme, le suprémacisme, l'antisémitisme, l'islamophobie et la haine contre les LGBT. Voilà, donc là c'est juste un petit extrait de ce que vous faites, mais effectivement ça peut se voir sur le site d'InfoJeunes, la chaîne YouTube d'InfoJeunes. Et parce que ça parle d'extrême droite et d'information et d'animation, je me tourne quand même vers vous, Milena, parce qu'évidemment en territoire dans la mémoire aussi, vous allez beaucoup dans les écoles faire ce type d'animation. Oui, donc il y a les animations en effet dans les écoles, mais alors au territoire de la mémoire, à Liège, donc on a plusieurs animations. Il y a les animations liées au parcours Plus jamais ça, qui ne parlent que de démocratie et d'extrême droite. Il y a des animations pour découvrir l'exposition Porte-Voix. Et alors, au-delà du jeu politique et du scrutin, il y a notre nouvelle exposition qui s'appelle Fighting For, qui aborde différents moyens de faire bouger les choses. Et tout ça, c'est gratuit jusqu'au 9 juin. Alors on note le site déjà Porte-Voix 2024, le site des territoires de la mémoire aussi, qui vont s'afficher en bas de l'écran. Et il reste de la place pour les animations, je le dis parce qu'on a dit parfois un peu en dernière minute, mais s'il y a des profs, s'il y a des classes qui sont intéressées. Est-ce que vous, Nathéo, maintenant que vous avez été informé, que vous êtes imprégné de toutes ces informations sur les élections, vous avez envie d'en parler à d'autres, de propager un peu ça, entre guillemets? Oui, ça donne envie de se dire, nous on le sait, mais pas assez de gens le savent, donc on a envie d'aller dans les autres. Donc nous, par exemple, avec notre petit groupe, on va aller faire des animations dans les écoles, donc dans les classes, pour présenter un peu le système politique en général et comment il peut impacter notre vie. C'est pas juste que les politiques, c'est juste que, par exemple, ce qu'on va manger, comment les routes, comment on fait du sport et tout, ça nous impacte aussi. Donc c'est promouvoir aussi pour pas le garder que pour nous, pour que le plus de gens soient informés, pour qu'on puisse plus avoir de votes informés et éclairés. Oui, et peut-être juste une dernière question, Robin Lebrun, c'est que c'est important aussi de solliciter les jeunes sur des vraies questions, des vrais débats et pas faire juste des exercices. Oui, non, mais c'est important d'être dans le réel. Ouais, ce sont des citoyens à part entière, donc il n'y a pas de raison de faire des dispositifs où on les écoute, mais on fait un petit peu semblant. Donc c'est vraiment important de les considérer comme de vrais citoyens, de vrais acteurs de la société. J'ai envie de dire à tous les jeunes qui nous écoutent, informez-vous, allez sur les sites dont on a parlé ici, le site d'InfoJeunes aussi, et aux parents aussi, donnez toutes les infos à vos jeunes pour que ce vote puisse être efficace, entre guillemets, dans quelques mois. Merci beaucoup à tous les 4, merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.